Justement, l'une des raisons qui a motivé le départ de ces trois pays, c'est, voilà, ils ont évoqué l'insécurité et le terrorisme de manière globale, que les gouvernements civils n'ont pas réussi à contenir, sans compter le double jeu, selon eux, des partenaires comme la France et d'autres puissances. Il faut noter aussi que entre-temps, ils ont réussi à acquérir des matériels de guerre de pointe qu'ils n'avaient pas avant. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, ces trois pays sont beaucoup plus en sécurité qu'avant? Oui, quand on regarde on appelle le classement des pays par puissance militaire, notamment par firepower, ouais, on voit la montée en puissance du Mali, du Niger, qui étaient des pays qui, avant, n'avaient pas une outil militaire assez développé, mais qui se retrouvent à la 5e, 4e, 5e derrière le Nigeria, Nigeria, oui, le Ghana, etc. Sont 4e, 5e, etc., etc. Et même parfois devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sur le plan des... Parce que c'est cette situation de lutte contre le terrorisme qui a amené donc un certain nombre de moyens qu'ils ont acquis dans la lutte contre le terrorisme. Mais les moyens ne veulent pas dire l'efficacité. Parce que la projection de force n'est pas la projection de puissance. Et c'est ça le problème. On peut avoir les moyens qu'on veut. Vous ne gagnerez jamais une bataille asymétrique contre les terroristes si elle n'est pas globale. Parce que si ils sont capables de passer du Niger au Mali, du Mali au Niger, voilà, de passer par les frontières, parce qu'ils n'ont pas de frontières. Ouais. Mais vous avez des frontières. Mais vous avez un problème. Vous avez un gros problème parce que vous avez vos frontières, ils n'ont pas de frontières. Donc il faut une intégration des capacités, une intégration des moyens, c'est-à-dire une globalisation de la réponse pour faire face au terrorisme qui est une menace globale. Donc menace globale, globalisation de la réponse. Donc ces pays ne peuvent pas, à leur échelon, vaincre le terrorisme. Donc ils ne sont pas mieux en sécurité aujourd'hui? Non, mais ils ont l'impression de l'avoir puisqu'ils ont les moyens. C'est-à-dire en ayant les moyens, on croit avoir cette capacité. Mais je veux dire, la force ne fait pas la puissance. Et vous vous battez contre dans une bataille asymétrique. Dans une bataille asymétrique, ce n'est pas toujours la force qui triomphe. Hein, on l'a vu en Afghanistan avec les Russes qui ont projeté un corps expéditionnaire contre les Afghans. Les Américains sont battus contre les Afghans. N'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas ça qui va amener la force. Ce qui va amener ça, ça aurait été que la CEDEAO elle-même prenne ce combat en main. Ça ne s'est pas fait, mais c'est ça qui aurait dû être la bonne solution. Et que les pays ensemble, dans le cadre de la sécurité collective, se battent contre le terrorisme. Parce que le terrorisme a d'autres moyens que, comment on appelle, l'engagement militaire. Il y a la radicalisation, il y a la maîtrise des ressources naturelles, il y a l'isolement des régions. Le racket, voilà, la population. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce n'est pas une lutte forcément militaire. Il y a d'autres aspects. Et même ce qu'on appelle en France le terrorisme low cost. C'est ça. Oui. Des voitures qui font sur des gens ou bien voilà, des attaques au couteau. Des attaques, voilà. Et comme vous voyez au Niger, ce qu'ils font, ils attaquent des villages, ils attaquent des cibles molles. Et plus les cibles molles sont attaquées, parce que c'est ça le but du terrorisme, c'est d'attaquer une cible en vue de diminuer la capacité, la confiance des populations envers le gouvernement. Parce que ça c'est l'objectif final en vue de le faire tomber, bien sûr. C'est-à-dire de changer la société, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas vous opposer seulement par les capacités militaires à cela. Il faut une réponse collective d'abord. Il faut que cette réponse collective prenne en charge aussi le terreau du terrorisme. Si le terrorisme a pu s'installer, vous avez vu, on avait sorti le concept de l'arc d'instabilité. C'est les 8 pays qui, sur 8000 km qui vont de Dakar jusqu'à Mogadiscio et qui ont les mêmes caractéristiques. C'est l'éloignement des zones là qui sont en dehors. Le Mali, vous avez le Nord Mali, n'a jamais été pris en compte par les institutions maliennes, n'est-ce pas? Il y a donc cet isolement, il y a ce qu'on appelle les changements climatiques, il y a la pauvreté, il y a les problèmes fonciers, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'accès
à l'eau, voilà, il y a des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui ont fait le terreau du terrorisme. Donc pour lutter contre le terrorisme, vous avez l'action militaire peut-être, mais vous avez aussi cette action, n'est-ce pas, qui doit être menée. Je disais un jour que d'ailleurs, moi, dans la lutte contre le terrorisme, j'irai sur, comment on appelle, la stratégie indirecte de Liderhart. On a deux terres d'opération. On a une terre d'opération militaire où, par la kinétique, par la cinétique, par l'action cinétique, on réduit la capacité de nuisance des forces terroristes. Mais de l'autre côté aussi, il y a une deuxième terre d'opération dans laquelle se trouve ce qu'on appelle des actions civilo-militaires, des actions qui permettent de révéler l'unité nationale, des actions sociales, des actions... Voilà cette deuxième terre d'opération. On n'a pas vu cette terre d'opération. On a beaucoup acheté de matériel, on a beaucoup acheté de faire de la guerre, mais on ne peut pas créer du terrorisme uniquement par la guerre. Il faut passer sur le deuxième terre d'opération, qui est cette terre d'opération civile. La prise en compte de la population civile, la prise de leurs besoins, voilà, etc. L'unité nationale qui sentent l'État dans leur territoire. Très bien. Donc, colonel Mamad Hadj, le tout militaire ne fonctionne pas dans la lutte contre le terrorisme. Mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que eux, ils font une guerre asymétrique. N'est-ce pas? Oui. La guerre asymétrique, il faut retourner à Mao Tse-tung avec la longue marche de 1936 contre les forces de Chiang Kai-shek, qui était une défaite tactique, mais une victoire stratégique. Puisque lui, ce qu'il voulait, c'était étirer les forces de Chiang Kai-shek sur 36 000 km. Mais en même temps, au cours de cet étirement, il allait au contact des masses. Et de ces masses-là, il va créer une force. Et Mao disait que les forces paysannes sont plus puissantes que les forces militaires une fois qu'elles sont idéologiques. Voilà, il faut que l'idéologie les pénètre, sont plus puissantes que les forces militaires. Donc c'est un peu ça. Si les djihadistes viennent dans une région, ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent à manger, mais vous voyez que le gouvernement ne vous donne ni à manger ni à boire, mais vous devenez une force pour ces djihadistes. C'est là où ils puisent leur capacité, c'est le centre de gravité, ça. Donc on attaque toujours le centre de gravité. Le centre de gravité, il n'est pas un centre de gravité militaire, c'est un centre de gravité psychologique, c'est un cadre de gravité social, c'est un cadre économique, etc. etc. Voilà.